Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF. Nous allons essayer peut-être de voyager un petit peu, de voir ce qui se passe aussi à l'étranger, notamment aux États-Unis. Comment se gère la crise du virus aux États-Unis? Et puis quels effets a cette crise au fond sur la mentalité, peut-être sur le rêve américain? Et puis évidemment, on parlera peut-être aussi du déconfinement et de l'après-virus ici aussi en France. Alors pour en parler, Laurie Kenton, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin, vous êtes spécialiste de la civilisation des pays anglophones et vous avez publié plusieurs ouvrages. Les derniers que vous avez publiés, c'est l'Atlas historique des États-Unis, aux éditions Autrement, et puis La fin du rêve américain chez Odile Jacob. Sophie McLaughlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des relations institutionnelles de l'Institut du think tank Nouvelle Génération, qui s'appelle Sapiens, et vous êtes franco-américaine, je crois de père américain de mère française. On va pas révéler toute votre généalogie, mais enfin, et vous votez notamment aux États-Unis, hein? Tout à fait. Je vote aux États-Unis. Je vote à New York, ce qui n'a pas un effet formidable. Formidable, parce que voilà, à New York, quoi qu'il arrive, les démocrates gagnent. Donc je vote pour faire mon devoir, mais c'est pas d'une très grande utilité. On en reparlera. Anne-Charlène Bézina, bonjour. Bonjour. Pardon. Vous êtes maître de conférence à l'université de Rouen et à Sciences Po. Et puis, ben voilà, nous et Florence Mercadet-Choquet, bonjour. Oui, bonjour Patrice. Alors, vous êtes avocate au barreau de Versailles et vous avez étudié aux États-Unis aussi, hein? Oui, absolument. Et ben on a aussi des garçons avec nous. Il y a Jean-Baptiste Duclerc. Bonjour. Bonjour Patrice. Tout va bien? Vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin, spécialisé notamment dans le droit public. Et Jean-Charles Lajoigny, vous êtes éditeur. Bonjour. Et donc vous êtes de ceux qui se réjouissent évidemment de la réouverture des librairies. Absolument. Même si le livre est un peu en crise. Et l'émission est réalisée par Romain Ruspini. Et voilà, alors on va parler d'abord des États-Unis. Peut-être avant de parler de la gestion de la crise, de Trump, des élections qui se profilent, peut-être, est-ce qu'elles auront lieu? C'est une question qui se pose aussi. Peut-être dans l'état d'esprit américain, et c'est peut-être vers vous, Laurie Kenton, que je vais me tourner, quel a été au fond l'effet de l'arrivée de ce virus? C'est quand même un peuple qui a appris à dominer la nature et tout d'un coup, il y a ce retour en force de la nature. Comment ça a été vécu? Alors, c'est très difficile de généraliser, puis retour en force de la nature, on l'a régulièrement à chaque fois qu'il y a une tornade ou ce genre de choses qui font l'actualité, et c'est très très fréquent de toute façon. Donc la nature se rappelle au bon souvenir des Américains de manière très fréquente, mais pas forcément de cette façon-là. C'est-à-dire que là, au niveau de la santé publique, bon, ça reste un gros sujet, mais au niveau des épidémies, c'est quand même plus rare. Donc, on a une manifestation qui est assez rare de quelque chose qui est assez commun, le retour de la nature. Ça, c'est un paradoxe aux États-Unis, justement parce qu'il y a ce côté que vous rappeliez, qui est le côté les pionniers qui ont domestiquer la nature pour construire leur pays. Mais tout ça s'inscrit dans un contexte notamment politique où la question de la santé avant la pandémie était déjà la première question dans les priorités des Américains. En tout cas, en général, c'est moins vrai pour les républicains que pour les démocrates, bien sûr, mais ça s'inscrit dans quelque chose qui n'est pas absolument hors de propos. C'est-à-dire que la question numéro un, c'était pas le terrorisme ou etc. C'était déjà la question de la santé. Donc on a une sorte de pertinence de la crise dans les préoccupations des Américains déjà. C'est vrai que l'un des grands débats de l'élection de 2016, ça a été au fond le projet d'Obama, le CARE d'Obama, contre lequel s'était élevé notamment Trump. Hein. C'était un des grands facteurs, un des grands débats de cette campagne en tout cas. Oui, c'est vrai. Et une des questions qui se prolonge en fait cette année, c'est de savoir s'il faut le supprimer ou l'amender de façon suffisante pour qu'il soit complètement dénaturé, comme le veulent les républicains, ou l'étendre, voire l'améliorer, comme le veulent les démocrates, de manière assez diverse, hein, puisqu'on a eu un nombre de candidats record avec un nombre de projets très différents en fonction de, si on parle de
Biden ou si on parle de Sanders. Donc, la question de la santé est au cœur, la question de l'Obamacare est au cœur des questions de santé, et la pandémie arrive donc dans ce contexte où on est vraiment très préoccupé par les inégalités, la couverture et toutes ces questions en fait qui sont liées directement à la santé et indirectement aux questions d'inégalité. Sophie McLaughlin, justement, sur le débat sur la santé, c'est une préoccupation forte des Américains. Justement, la couverture sociale. Moi, je trouve qu'aux États-Unis, on n'y pense pas de la même façon. C'est-à-dire que pour nous, en France, toute l'aide qu'on reçoit en termes de santé, c'est un acquis, on est habitué. Mais bizarrement, aux États-Unis, alors qu'on a des candidats qui proposent d'avoir également une sécurité sociale, des aides, ils sont jamais élus. Donc c'est étonnant. On est quand même plus basé aux États-Unis. Ils sont une espèce d'économie de marché un peu plus brutale qu'en France. Et même si, en théorie, les gens disent ce serait bien d'avoir la sécurité sociale, en fait, ils fonctionnent pas de cette façon-là. Mmh. Les uns et les autres. C'est aussi parce qu'ils sont. Pardon. Oui, allez-y. C'est aussi parce que souvent, ils sont couverts de manière très satisfaisante par leur entreprise. Donc, il y en a. En fait, ceux qui sont déjà couverts par leur entreprise n'ont pas envie que l'État vienne se mêler de ce dossier parce que ils ont la vision d'un État qui sait pas faire ou qui complique et qui bureaucratise à outrance et qui risque aussi d'aller dans leur vie privée, une espèce de Big Brother, quoi. Et donc, ils n'ont pas envie de ça parce qu'ils sont déjà couverts de manière tout à fait satisfaisante. Ceux qui, en fait, auraient besoin j'allais dire ingérence, c'est pas vraiment le terme, mais d'une intervention de l'État dans ces questions-là, sont soit de toute façon déjà couverts par un certain nombre de programmes qui existent, faut quand même le dire, soit votent finalement assez peu et donc ne font pas la différence. On a aussi un gros problème qui est la question de la mobilisation, et la mobilisation est très différenciée en fonction des groupes et de leurs intérêts. Oui. Est-ce qu'il y a des différences entre les États ou est-ce que ça, c'est vraiment une décision sur le CARE qui s'impose à la totalité des États? Ou est-ce qu'il peut y avoir des disparités avec des États qui mettent en place des dispositifs C'est particulièrement visible sur des questions comme l'avortement et ce qu'on appelle reproductive rights. Ça, c'est particulièrement visible, mais globalement, en fait, ça va dépendre de l'aspect qu'on prend en considération. Il y a des choses qui sont gérées par le niveau fédéral, il y a des choses qui sont gérées au niveau des États, il y a des choses qui sont complètement privatisées, c'est-à-dire qui sont gérées au niveau de la relation entre l'employé et l'employeur. Donc ça va dépendre, en fait. Alors, on va parler aussi de la gestion de la crise du virus par Donald Trump, notamment. Et je voudrais avoir l'opinion, par exemple, de Anne-Charlène, ou Jean-Baptiste, ou Jean-Charles. Est-ce que vous avez été surpris de la façon dont Trump, ses conférences quotidiennes, comment il prend à bras-le-corps ce problème, en disant souvent n'importe quoi, on va y revenir. Mais est-ce que ça vous a surpris par rapport notamment à la communication du gouvernement français ? Non, moi je ne crois pas qu'il y a de surprise dans cette gestion du virus par Donald Trump, parce que Donald Trump fait du Donald Trump au final. C'est-à-dire qu'on a eu avec lui l'exemple de ce qu'on a pu appeler la gestion populiste du virus. On a retrouvé ces grands thèmes, à savoir la fake news, le sentiment complotiste, l'angoisse des relations internationales et de la domination par un organisme extérieur. Et je crois que justement cette manière d'occuper le terrain fait vraiment partie de sa manière de faire de la politique, c'est-à-dire de personnaliser le débat et d'essayer de ramener cette gestion à son propre bilan. Alors, ça a justement des effets pervers dans le sens où ça joue en faveur de la réassurance dans un premier temps, mais où ça peut aussi beaucoup lui coûter si toutefois les Américains ne le suivent pas en masse. Et je pense que ce qui est en passe d'arriver, c'est qu'on va le juger sur cette omniprésence et que c'est finalement la rançon de sa manière de gérer cette crise. Jean-Charles ? Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est la façon dont on traite depuis la France ce qui se passe aux États-Unis.
j'allais dire presque en manipulant un peu les chiffres. On a l'impression qu'on se venge un peu parce que comme personne n'aime Trump ici et qu'il y a quand même toujours un sentiment anti-américain chez les Français que moi je n'explique pas trop, mais bon. Et alors du coup, on se réjouit presque. On dit vous avez vu, il y a 80 000 morts, il y a beaucoup plus de morts aux États-Unis qu'en France. Ben non, hélas, on est toujours en France largement devant les États-Unis en nombre de morts. Et c'est cette drôle de comptabilité qui m'épate, quoi. C'est cette haine Donc, il y a moins de morts par habitant. Ben bien sûr. Évidemment. Mais je crois que les chiffres de New York sont assez graves et assez forts, hein, notamment. Non, mais je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas de maladie là-bas. Je ne fais pas du Trump à vous parlez voilà, je trouve que l'attitude française, on a l'impression vraiment que c'est le grand Satan, quoi. Alors, il faut toujours, dès que quelque chose arrive des États-Unis, on dit ah oui, vous avez vu, de toute façon c'est nul, de toute façon ils ont plus de morts, de toute façon tout ce qu'ils font c'est pas bien. Enfin, je veux dire, ce manque de nuance sur l'appréciation des Américains est pour le moins troublante, je trouve. Alors, cela dit, c'est pas les Français ou c'est pas les Européens qui ont eu cette phrase, c'est Barack Obama qui parle dans la gestion par Trump de la crise d'un désastre chaotique sans précédent. Et c'est sur Times Square cette horloge de la mort qui compte. Alors, ça c'est assez spectaculaire, mais enfin, qui compte les morts à New York. Est-ce que, Loïc Henneton, est-ce que vous avez été, vous, surpris par cette façon de gérer la crise? On a l'impression d'ailleurs qu'il y a eu plusieurs étapes dans la gestion de la crise par Trump. C'est-à-dire d'abord une sorte de déni, et puis ensuite une prise en compte. Il y a eu des revirements, quoi, en tout cas. Alors, on a eu notre lot de revirements chez nous, quand on nous disait qu'il fallait sortir dans les théâtres, et puis 2 jours après, on ferme les écoles, parce que, attention, c'est affreux, puis il faut surtout pas aller sur les plages tout seul, parce qu'on risque de contaminer une mouette. On a eu un certain nombre de revirements dans notre gestion de la crise, mais c'est vrai que, pour revenir sur ce que disait Anne-Charlène, le mot-clé dans la compréhension de Trump, c'est le narcissisme. Trump, c'est un personnage de télé-réalité. Donc, il a fait de la télé-réalité, à part qu'il est président. Il fait président, en fait. C'est son rôle en ce moment. Il fait président. Après, il fera autre chose. Mais il a fait des années de télé-réalité. Donc, il a besoin de sentir qu'il est au cœur de l'événement. Et c'est pour ça qu'il raconte n'importe quoi jusqu'à parler de... Alors, il n'a pas dit qu'il fallait boire de l'eau de Javel, mais enfin, il s'est quand même demandé si... Ça aussi, c'est un truc qu'on a un petit peu monté en épingle. Si l'eau de Javel pouvait pas... les désinfectants ne pouvaient pas aider. En fait, il dit des trucs parce qu'il faut qu'il occupe le terrain. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas du tout surprenant. Le fait de transformer la gestion de la crise en événement télé de presque continu, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très trumpien, mais qui est très narcissique en fait avant d'être trumpien. Donc de ce point de vue-là, c'est pas du tout surprenant. Et les revirements, c'est aussi parce que c'est là pour servir ses intérêts. Là, la grande obsession du moment, c'est de réouvrir l'économie parce qu'il sait qu'il a complètement foiré la gestion du Covid, enfin de la Covid, pardon, il faut dire la Covid. Mais voilà. Et donc, en fait, son seul salut, c'est la santé économique. Parce qu'il part du principe, et ça c'est quelque chose qui est très vrai en politique, on tendance à dire qu'une semaine est une éternité en politique, avec Twitter qui change complètement notre rapport au temps, le rapport des journalistes et des politiques au temps, 24 heures, c'est une éternité en politique. Et donc, novembre, c'est à des années-lumière de maintenant. Et donc, le raisonnement de l'électeur, alors il y a beaucoup d'électeurs qui vont voter avant novembre, il y a du vote anticipé, etc. Mais quand on part du principe que, disons, la deuxième moitié d'octobre, à quoi vont penser les gens qui vont voter? Est-ce qu'ils vont penser à la gestion par Trump de l'épidémie en février-mars, ou est-ce qu'ils vont penser à la santé économique des 15 derniers jours finalement? Et donc c'est ça son pari, qui est un pari extrêmement risqué. C'est quelqu'un qui fait du casino, Trump, donc voilà, c'est Las Vegas. Son pari, c'est que l'économie sera en ordre de bataille, disons mi-octobre, et que ça va jouer en sa faveur.
et que finalement ce sera plus important, parce que ça c'est aussi attesté par l'étude de l'opinion américaine. La question économique, non pas nationale mais personnelle, est un déterminant du vote. Quand on regarde les sondages sortis des urnes, quand on demande aux électeurs en gros comment le pays fonctionne, comment le pays va, ils sont toujours très négatifs. Quand on leur demande comment eux ça va, ils sont toujours beaucoup plus positifs, et on remarque que plus ils sont riches, plus ils sont républicains, et plus ça va, plus ils votent, et plus ils votent républicains. Donc de ce point de vue-là, on a une coupure du pays qui est assez nette au niveau de la perception personnelle de l'économie. Le pari de Trump, c'est que si pour les Américains, personnellement, ils ont un boulot, il y a de l'argent qui tombe à la fin du mois, bon voilà, ça va, ils vont peut-être donner le bénéfice du doute à Trump. Ça reste très hypothétique, mais on est dans l'ordre du pari. Jean-Baptiste Duclercq, sur ce sujet? Oui, effectivement. Je crois que ce qui caractérise Donald Trump, c'est tout simplement de ne pas réfléchir. La réflexion, c'est un temps qu'on prend pour adopter des décisions face à des circonstances données. Et en fait, Donald Trump, ce qu'il fait classiquement, c'est qu'il pense tout haut. En fait, il dit exactement ce qui lui passe par la tête. Et donc, du coup, en suivant la crise, dans un premier temps, il minimise la menace, comme d'ailleurs nous, on a pu le faire au départ, mais comme simple citoyen. Et puis ensuite, pour ne pas se contredire, il dit qu'effectivement la menace est présente et qu'il faut prendre certaines mesures. Et puis, si on accélère les choses, in fine, il dit que finalement, il faut que l'économie reprenne. C'est un petit peu ce qui nous, comme citoyens, nous a traversé l'esprit, et les responsables publics qui doivent prendre plus de réflexion, prennent le temps de la décision. Et donc, il est ensuite facile de pouvoir prendre quasiment au jour le jour les déclarations de Donald Trump pour les confronter et dire que tout est contradictoire. Mais d'une certaine manière, en fait, ce qu'on peut presque lui reprocher, c'est l'excès inverse de ce qui peut être la manière de communiquer politiquement chez nous, puisque chez nous, justement, la trop grande réflexion frise avec la langue de bois. Et on a pu reprocher à juste titre à nos gouvernements de parfois prendre des décisions qui n'étaient pas claires au départ et qui méritaient justement d'être précises là où dans notre quotidien on attendait certaines réponses. Donc je crois qu'il y a évidemment l'excès inverse de ce qu'on reproche chez nous, mais rien d'étonnant, Donald Trump fait ce qu'il fait habituellement. Sophie McLaughlin, cela dit, parce que j'ai vu que l'Institut Sapiens avait justement travaillé sur un peu l'après-crise, enfin l'après-coronavirus. Ce débat justement sur la reprise de l'économie, alors qui est quand même un des fers de lance de Trump, il est quand même général. Est-ce que ce débat un peu entre la santé et la reprise de l'économie, on le voit partout? Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, l'économie occupe une place plus importante en France. Après, c'est vrai qu'il est vraiment déstabilisé parce qu'il comptait faire campagne sur cette économie forte, et que là, il se retrouve avec finalement ses votants qui souvent sont des personnes âgées qui sont en train de mourir les uns après les autres, alors que lui, il se fait tester tous les jours. Et surtout, la destruction économique aux États-Unis, elle est en train de se passer essentiellement dans les swing states. Les swing states, ce sont les fameux États en fait dont dépendent vraiment la victoire. C'est-à-dire qu'en vrai, il y a 6 États: l'Arizona, le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, la Floride, l'Ohio. Mais c'est dans ces swing states que la destruction économique est la plus importante. Donc, il est vraiment déstabilisé. Moi, j'étais la première à dire il y a quelques semaines que malheureusement Trump allait être réélu. Maintenant, j'en suis plus sûre du tout. Mais à côté de ça, nous, on a la Fed, on a la Banque centrale américaine qui est en train d'injecter des sommes délirantes aux États-Unis. Donc là, ils ont promis 4 trillions, je ne sais plus ce que c'est en français, c'est 4 000 milliards de dollars. Il faut quand même savoir que les États-Unis, le dollar, c'est comme de l'or finalement. Moi, je pense qu'il y a une vraie chance que les États-Unis ressortent encore plus puissants de cette crise, comme après 2008. Nous, en France, il nous a fallu des années pour nous en remettre. Aux États-Unis, ça a été beaucoup plus court. Donc, est-ce que finalement, les Américains vont pas être les grands gagnants de cette crise? C'est possible. Ils vont peut-être aussi finalement bouger les usines qui sont en Chine. Ils vont peut-être les mettre au Mexique, ce qui va aussi résoudre le problème de l'immigration. Donc, je pense que
C'est très difficile à dire. De toute façon, je ne peux pas faire de prévision et je pense que personne ne peut le faire à ce niveau. Mais il se passe aussi il y a des micro-changements dans les swing states. Par exemple, il y a beaucoup de Californiens qui ont quitté la Californie pour s'installer en Arizona. Et donc, l'Arizona étant un des swing states, là, il peut se passer quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que ça peut vraiment retourner le vote en Arizona. Oui, Laurie Kenton. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est deux questions sur lesquelles j'ai travaillé en détail. Les swing states, en fait, qui ont été affectés au niveau économique, c'est ceux de la Rust Belt, c'est ceux autour des Grands Lacs. Et en fait, il y avait déjà eu une récession dans le secteur manufacturier l'année dernière. Et c'était un des grands paradoxes, c'est passé complètement inaperçu parce qu'on se concentre uniquement sur les chiffres du chômage, qui sont extrêmement bons, en tout cas en apparence. Ils sont calculés de manière très mais en tout cas, quand on les annonce, ils ont l'air extrêmement bons. En revanche, il y a une récession dans le secteur manufacturier dans les États qui ont fait l'élection de Donald Trump en 2016. Et donc, la question qui se posait déjà l'année dernière, avant l'épidémie, c'était de savoir si les électeurs là-bas, dont l'usine a fermé, alors qu'on leur dit « mais le chômage est très bas, de quoi vous vous plaignez ?» Est-ce qu'eux n'allaient pas voter contre Trump ou pas voter du tout, ce qui revient à voter contre Trump d'une certaine manière aussi. Ça, c'était déjà une question qui était entamée avant les perturbations économiques du coronavirus. Ensuite, ce qu'on remarque, alors les gens qui quittent la Californie, en fait, la majorité vont au Texas parce qu'ils ne supportent plus d'être dans un État crypto-marxiste comme la Californie et ils veulent aller avec des gens qui pensent comme eux et ils vont dans les banlieues de Dallas notamment. Il y a des gros échanges et c'est un des facteurs qui empêche le Texas de basculer parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi des États du Nord et qui vont notamment à Houston et il y a en fait un mouvement en Géorgie et au Texas qui fait que ces États qui sont très républicains sont en train de basculer côté démocrate. Mais ça, c'est quelque chose qui était déjà en cours et l'Arizona, c'était déjà en cours. L'Arizona a élu une sénatrice démocrate, ce qui n'était pas arrivé depuis le Moyen-Âge, en 2018, donc avant la crise. Donc, il faut faire bien attention à la succession de changements en fait qui avaient lieu déjà et qui vont être soit accentués, soit minimisés par la crise, mais qui étaient déjà en cours. Et l'autre petit point que je voulais souligner, qui est très différent de la gestion en France, c'est le fédéralisme. Parce que quand on parle des États-Unis, c'est 330 millions d'habitants. Donc, c'est pas du tout la même chose que gérer un pays de 67 millions d'habitants. Et c'est une organisation qui est très différente. Les gouverneurs des États, notamment des gros États avec de la population comme la Californie, 40 millions d'habitants, 6e économie mondiale, l'État de New York, l'agglomération de New York, c'est plus de 10 millions d'habitants. C'est pas la même chose que gérer le Nebraska ou le Delaware. Et donc, ce sont des espèces de mini-présidents. Et il y a une rivalité très, très forte parce que ce sont souvent les gros États des États démocrates. Il y a un énorme bras de fer qu'on a vu entre les gouverneurs et Trump n'a pas la main sur un certain nombre de décisions. Le niveau fédéral que gère Trump est un niveau de surplomb et un niveau de logistique plus que de prise de décision. La réouverture des États, ce n'est pas lui qui fait comme en France où c'est l'État très centralisé qui décide si on réouvre et les préfets ont une certaine marge de manœuvre mais sont toujours en gros sous les ordres du président. C'est ce qui explique peut-être d'ailleurs qu'il a soutenu des manifestations pour le déconfinement dans un certain nombre d'États qui avaient fermé. Est-ce que, alors je pose la question aux uns et aux autres, Florence parlait tout à l'heure des différences notamment entre les États. À l'intérieur des États, on voit qu'il y a des différences entre certains gouverneurs et certains maires d'ailleurs qui sont pas d'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une coupure finalement républicain-démocrate sur cette affaire? Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Oui, Anne-Charlène? Florence nous donnera son avis, bien sûr. Moi, c'est plus que j'ai le sentiment que c'est même pas tant républicain ou démocrate qui s'affrontent, mais pour moi, c'est populiste et non populiste dans cette manière de réfléchir la crise, dans le sens où il y a ceux qui ont envie d'être rassurés et d'entendre un discours comme celui de Donald Trump et qui ont envie d'entendre des éléments qui ne sont pas nécessairement vérifiés, mais qui font partie d'une espèce d'idéologie. Et il y a ceux qui, au contraire, vont, ce qu'on appelle plutôt les strates intellectuelles, vont avoir besoin de s'en référer aux informations officielles, à des politiciens qui, eux,
ont une autre manière de gouverner. Donc pour moi, c'est plus des manières de gouvernance que des sensibilités qui s'expriment dans ces moments-là. Oui, mais on parlait par exemple de la coupure de la France en vert et rouge. Aux États-Unis, il y a une sorte de coupure en bleu et rouge, hein. Enfin, bleu étant les démocrates et rouge les républicains. Florence, pardon. Oui, non, mais je vous en prie. Je pense qu'il y a peut-être une coupure même au sein des républicains, parce qu'il doit y avoir un certain nombre de républicains qui sont un peu consternés par l'attitude de Trump. Dans les républicains qui sont très, très Trumpistes, c'est vraiment America First. Donc, c'est America First et défense des libertés. Et on entendait un certain nombre justement de personnes qui étaient contre le confinement, qui disaient mais nous, les États-Unis, c'est un pays de liberté et finalement, c'est pas une liberté collective, c'est une liberté individuelle et chacun fait ce qu'il veut. Ça, ce sont des républicains purs et durs, hein, mais je ne suis pas certaine qu'une partie des républicains ne soit pas très satisfaits et un peu, consternés par l'attitude de Trump. Et les démocrates, je suis assez d'accord avec ce que dit Charlène, sont probablement peut-être des gens qui ont un peu plus de distance et qui vont chercher l'information ailleurs qu'à la Maison-Blanche. Jean-Charles Lavanie. Oui, je suis un peu étonné parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de dogme qui est clairement établi, notamment sur ce plateau, qu'en dehors du confinement, il n'y a pas de solution et que le confinement, c'est bien et que avoir juste l'idée de dire que confiner n'est peut-être pas la meilleure chose à faire, on est immédiatement traité de crétin, de Trumpiste ou de voilà. Je trouve ça un peu curieux. Je veux dire, Trump a bien évidemment géré la crise de façon un peu étonnante, mais voilà, qui peut se permettre de dire là aujourd'hui, confiner c'est génial. On voit par exemple au Pakistan des millions de Pakistanais qui ont dit, et pourtant on peut pas parler de pays très ouverts et dans cette dictature qu'est le Pakistan, les types ont le courage de dire le confinement, on s'en fout, on préfère prendre le risque de mourir de la Covid que de mourir de faim, de ne plus avoir de boulot. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. Alors, est-ce qu'on est complètement crétin quand on soutient cette position ? Enfin, voilà, en tout cas, on ose en parler. Voilà, je pense que le débat se pose pas entre les gens intelligents qui seraient là en train de dire, nous, on est contre Trump, et puis voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, j'ai l'impression. Je crois pas que Jean-Charles, sur le plateau, j'ai pas dit que le confinement était forcément la meilleure des solutions. Je parlais du côté un peu girouette de Trump, avec des affirmations qui se succèdent et qui sont contradictoires, et puis des discours qui sont complètement délirants aussi sur l'eau de Javel et les UV pour avoir de la chaleur et tuer la Covid. C'est ça qui est quand même tout à fait consternant. Cela étant, avec le confinement, on va peut-être arriver à tendre vers le R0, qui est quand même la façon de sortir du Covid aussi. Alors, passons peut-être aux prochaines élections, au mois de novembre, quand même, ça se rapproche. D'abord, est-ce qu'il y a un risque que ces élections n'aient pas lieu ? Sophie ou Laurie, peut-être ? Je suis d'accord sur le fait que l'élection se déroulera début novembre, ça... a priori, de toute façon, constitutionnellement, je crois qu'il peut pas déplacer la date. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, alors Sophie en reparlera tout à l'heure, mais il y a eu une mobilisation de la galaxie Obama. Mais surtout, ce qui est intéressant sur la façon de voter, on voit un développement de ce qui revient au vote par correspondance finalement, qui est déjà la norme dans 5 États. Le débat du côté des républicains, c'est de dire ah oui, mais ça c'est un complot des démocrates pour gagner les élections parce que ça fait gagner les démocrates. En fait, c'est pas vrai parce que un État comme l'Utah qui est hyper républicain vote par correspondance à 100% pratiquement et ça reste un État hyper républicain. Donc il y a plusieurs études de sciences politiques qui se sont attaquées à cette question-là, voir s'il y avait un biais partisan dans le vote par correspondance et en fait non. C'est-à-dire que ça fait augmenter la participation mais de manière équitable pour les deux partis. Donc, il n'y a pas de manipulation des démocrates comme Trump et un certain nombre de républicains le disent quand on développe le vote par correspondance. Alors, évidemment, c'est un moyen beaucoup plus simple et sûr de ne pas faire voter les gens en chair et en os, c'est-à-dire de les exposer à une éventuelle deuxième vague, comme on a vu dans l'élection du Wisconsin il y a quelques semaines, où on voyait les gens faire la queue à 1 mètre de distance
Donc, attendre des heures dehors avec leur masque bien gentiment, tout ça pour voter à la primaire démocrate. Donc, le vote par correspondance qui est déjà établi, on sait comment ça marche, on sait comment faire. Alors, ça coûte un peu cher, mais bon, c'est le plus sûr pour garantir une élection à date fixe dans des conditions sanitaires optimales. Donc, ça, c'est ce qui permettrait à l'élection de se tenir, sachant que le vote anticipé était déjà assez plébiscité et de plus en plus plébiscité dans les cycles électoraux précédents. Donc ça permet de ne pas avoir tout le monde dans les bureaux de vote le jour J. Mais il y a quand même la question de la campagne. Alors, il y a quand même cette affaire, les accusations dont il est l'objet. Il y a un peu son silence, parce qu'il n'a pas été très présent pour la crise de la Covid. Est-ce que ça peut lui coûter ? Non, moi je pense que non. Alors déjà, il n'est pas si silencieux que ça parce qu'il intervient quand même tous les jours. Après, c'est un monsieur qui a 78 ans, donc il faut vraiment pas qu'il attrape la Covid. Mais non, moi je pense que voilà. Et en plus, bon, alors c'est pas bien de dire ça, mais entre quelqu'un qui a violé 20 femmes et un autre qui en a tripoté une. Bon, s'il faut choisir, voilà, le choix est vite fait. Je suis pas sûre que ce soit très politiquement correct de dire ça, mais bon. Non, mais par contre, Biden est adoré par les syndicats qui sont extrêmement puissants dans les swing states, mais adoré. Il est très respecté. C'est sympa, Biden, non, c'est ça. Ouais, c'est un peu le type sympathique. Il est sympa, il est compétent, c'est le digne successeur d'Obama. Il a eu la très grande élégance de se retirer aux dernières élections pour laisser Hillary Clinton, parce qu'à l'époque, la continuité, c'était voilà, on avait eu un président noir américain. Après, on voulait une femme. Et il s'est retiré. C'est quelqu'un qui s'est bien comporté. Donc là, il revient quelque part, c'est son tour. Et donc moi, je pense qu'il a de vraies chances. Et encore une fois, la mobilisation de la communauté Obama qui est énorme, parce qu'en fait, Obama, il avait mis du monde un peu partout, dans tous les États-Unis. Et tous ces gens sont en train de se mobiliser, des gens qui étaient partis dans le privé, qui sont en train de revenir pour Biden. Mon frère est dans l'équipe de Biden là en Arizona et il a fait une levée de fonds sur Zoom. Bon, si elle est coupée à chaque fois qu'elle va nous révéler des choses, c'est terrible. Non, simplement moi dire d'un mot que Lauric l'a rappelé, constitutionnellement l'élection sera de toute façon obligée de se tenir puisque il y a une échéance à date fixe pour la fin de mandat de Donald Trump. Et donc, soit la Maison-Blanche est vide, soit on révise par des lois d'exception de la Constitution, mais ça serait quand même très bizarre et absolument anti-constitutionnel, en tout cas dans l'esprit américain. Donc, en tout cas, on n'a pas de possibilité pour le moment de penser à un avenir plus lointain pour les élections. Elles se tiendront. Oui, mais s'il y avait, je ne sais pas, en cas d'événements exceptionnels, de guerre, de choses comme ça, on doit pouvoir repousser quand même une élection, non ? Non, la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai qu'on le prévoit dans un article et eux, non. Je laisse la parole. Jean-Baptiste ? Oui, alors effectivement, Adjan l'a dit. En fait, au 21 janvier, Donald Trump en fait doit partir ou doit rester, mais la Constitution est très claire sur ce point. En revanche, ce qui est envisageable, mais là on rentrerait dans un scénario vraiment presque impossible, mais envisageable, qui serait donc de l'impossibilité d'organiser les élections et donc de jouer en fait par le remplacement du président, par le président du Sénat, puis par le président de la Chambre des représentants, sachant que dans le même temps, il y a des élections intermédiaires qui interviennent au niveau du Congrès, de sorte que les équilibres pourraient bouger. Mais en tout cas, la Constitution prévoit quand même un système de remplacement successif qui peut jouer, mais là, on serait dans un scénario qui paraît impensable, dès lors que, comme l'a rappelé Lauric Ganton, le vote par correspondance est tout à fait envisageable. Oui, Lauric ? Et il faut rappeler que ce n'est pas Trump ou le Congrès qui décide de s'il y aura ou il n'y aura pas des élections, c'est dans les États.
Les modalités et la tenue et la date des élections, c'est au niveau des États. Donc pour les primaires démocrates, alors la primaire démocrate, c'était soit les États, soit le Parti démocrate qui les organisait. Là, c'est encore autre chose. Mais la question de savoir si on maintenait la date ou si on repoussait, ça s'est décidé dans les États. L'État de New York a voulu supprimer son élection et finalement, il y a eu une décision de justice qui a dit que c'était pas possible de supprimer une élection. Donc de toute façon, on ne pourra pas jouer beaucoup, on n'a pas le temps. Et même un amendement constitutionnel, il faudrait que les 3/4 des États puissent se prononcer. Pour ça, il faudrait qu'il y ait un référendum dans chaque État et donc qui vote. Donc on peut pas essayer de jouer sur on vote ou on vote pas en faisant voter les gens sur on vote ou on vote pas. Donc de toute façon, ça c'est pas jouable du tout. Et on a plein de modalités maintenant qui sont déjà éprouvées, qui permettent de voter sans s'exposer. Et je le rappelle qu'en 40 et en 44, alors en 40 les États-Unis n'étaient pas en guerre, mais en 44 les États-Unis étaient en guerre, les élections se sont déroulées. Hein. Alors, Sophie McLaughlin, vous nous parliez de votre frère qui est dans l'équipe de Joe Biden. J'ai essayé de régler ma connexion, j'espère que ça va aller mieux. Voilà, ça va bien là. Alors, racontez-nous alors. Mon frère fait campagne pour Joe Biden en Arizona. Et donc ils font les levées de fonds par Zoom, parce qu'évidemment on peut pas se réunir en ce moment. Et en 1 heure, là il m'a expliqué les quelques levées de fonds qu'il a fait. En 1 heure, il a levé 400 000 € cette semaine. Alors, en 1 heure de Zoom. Alors, c'est quand même extraordinaire. Donc il y a un vrai. Il y a une envie. Voilà, il y a un engouement. Voilà. Après, moi aussi, ce que j'espère, c'est que si on se fie à l'histoire, enfin historiquement, aucun président américain n'a été réélu depuis 100 ans, à part Calvin Coolidge, dans les 2 ans qui ont suivi une récession. Donc, bon, si on se base sur ce qui est déjà passé. On pourrait dire qu'il y a peu de vice-présidents qui ont été élus. C'est vrai. D'anciens vice-présidents qui ont été élus, non C'est vrai. C'est assez rare. C'est vrai. À part George Bush père, je crois. Il y en a quelques-uns. Il y a eu Nixon, mais la deuxième fois. Mais il y en a relativement peu, me semble-t-il. C'est vrai. C'est comme chez nous avec le Premier ministre. Oui, comme chez nous avec le Premier ministre, absolument. C'est une comparaison, oui, absolument, c'est les deux. Alors, les uns et les autres, je vais vous demander quand même, Trump est né en 46, ça fera 74 ans, presque 75, quoi. Joe Biden a 78, je crois. Comment on explique ça, le fait qu'il n'y a plus que des vieux qui soient pas des vrais vieux, quoi, hein, qui soient candidats à la présidence des États-Unis? Les Rolling Stones, ils sont nés en 42, en 43, ils sortent encore des chansons qui sont très bien. C'est vrai, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un désintérêt au fond des jeunes pour la politique? Non, pas du tout. Quand on regarde juste un petit point, quand on regarde l'étendue des candidats démocrates à la primaire, il y en a plein qui avaient 40 ans avec elle, voire 37 ans avec Pete Buttigieg. C'est juste qu'ils sont pas allés au bout. L'âge médian de tous les candidats, les 28 candidats démocrates, était autour de 50 ans. Il y en avait plein qui étaient des quadras, mais ils sont pas allés loin, c'est tout. Moi je pense aussi qu'il y a des données territoriales. Laurie l'a rappelé tout à l'heure dans le processus de désignation des candidats. C'est-à-dire qu'on envisagerait mal aux États-Unis quelqu'un qui émanerait au dernier moment dans une campagne présidentielle. Ça n'est pas possible. Il faut des attaches dans son parti, il faut des attaches dans les États fédérés, il faut des attaches quelque part territoriales pour devenir quelqu'un de probant dans une campagne. Et donc, du coup, ça privilégie quand même des politiciens d'expérience ou des personnes qui ont des attaches même économiques ou même professionnelles dans certains États. Et je crois que c'est notamment peut-être un des facteurs qui peut expliquer le fait qu'on a affaire à des personnels d'expérience. Oui, mais en moyenne, c'est pas l'âge qui est une donnée pour l'élection. Clinton était jeune quand il a été élu. Enfin, il y a plein d'exemples. Kennedy était très jeune. Enfin, il y a plein d'exemples de contre-exemples. Clinton était gouverneur depuis 12 ans. Pardon ? Clinton était gouverneur de l'Arkansas depuis 12 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il avait une expérience de l'exécutif qui était assez ancienne et c'était un cadre du Parti démocrate. Mais est-ce qu'il n'y a pas, peut-être Jean-Charles, Florence, est-ce qu'il n'y a pas quand même, dans une période un peu troublée comme ça, le recours à une figure, alors, dire sage et Trump, ça ne veut peut-être pas tout à fait ensemble, mais figure un peu tutélaire, un peu âgée comme ça, est-ce que ça ne rassure pas les opinions ? Moi, je suis un petit peu d'accord avec Laurie. Il y avait quand même une foultitude de candidats jeunes chez les démocrates.
Ils n'ont pas été jusqu'au bout, ils n'ont pas été choisis, ils n'ont pas été voulus, parce qu'effectivement, je vous le disais tout à l'heure, Sophie, Joe Biden, paraît-il, est très sympathique, il est très avenant, il est rassurant. Voilà, après, l'âge rentre assez peu en ligne de compte. Je pense que c'est plus dû au hasard et la personnalité, mais effectivement, il y avait des candidats démocrates qui étaient très jeunes. Bon, je veux dire, ça reviendra. Il y a eu des présidents jeunes, vous le disiez, Patrice, il y en aura d'autres. Après, se cristalliser sur l'âge, c'est un peu comme nous en France. Bon, on a voté pour un type qui avait 39 ans. C'est très bien, ça ne veut pas dire qu'une prochaine fois, on ne pourra pas revoter pour quelqu'un qui aurait 78 ans, parce qu'on se dira peut-être que l'expérience de temps en temps c'est sympa, et que le passé, voilà, que le nouveau monde c'est bien, mais que quelquefois un peu d'ancien monde, c'est pas forcément une horreur absolue, quoi. Cela dit, on va y réfléchir parce que vous savez que l'une des raisons de la candidature de Mitterrand en 80, qui s'interrogeait sur son âge, ça avait été la victoire précédemment en 80 de Reagan, qui l'avait incité aussi, dit après tout, si Reagan, à son âge, est élu, je peux aussi moi me présenter, et peut-être qu'on va, en France, des gens plus âgés vont penser à devenir président alors qu'ils ne songeaient pas. Florence, sur la question de l'âge? Je suis assez d'accord avec Jean-Charles. Je pense que c'est pas tant peut-être la question de l'âge, mais la question de l'expérience et de la confiance que les citoyens peuvent avoir dans cette expérience. Ils ont besoin d'une personne effectivement qui a déjà un parcours politique et puis on a la mémoire courte. Peut-être qu'ils vont oublier des problèmes que ces personnes-là ont pu rencontrer sur le plan politique ou économique ou social. Mais néanmoins, cette expérience-là peut donner confiance aux électeurs. Alors, juste une petite question d'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu la déclaration du président de Sanofi, qui fait des recherches sur les vaccins, et qui dit si jamais on trouve le vaccin, ça sera d'abord, et c'est quand même la preuve que les États-Unis comptent encore, sont encore une puissance, ça sera d'abord aux Américains qu'on donnera ce vaccin. Est-ce que vous trouvez ça logique? Parce qu'il dit, après tout, c'est eux qui ont investi le plus dans la recherche. Est-ce que vous trouvez ça logique? Est-ce que la santé doit sortir de l'économie de marché? Qui veut répondre à cette question? Mais ce qu'il y a, c'est quelle est l'autre solution? Parce que je ne sais pas en fait ce que ça veut dire de privilégier les États-Unis, mais parce que quand vaccin il y aura, il va être produit, distribué. Alors, oui, alors on aurait préféré que ce soit d'abord en France, mais pourquoi d'abord en France ou pourquoi d'abord en Belgique ou pourquoi c'est sur le principe comme ça à chaud. Non, on dit c'est scandaleux, mais bien évidemment ça va aller partout après. Donc oui, c'est peut-être une question de temps, c'est peut-être en tout cas une communication désastreuse de Sanofi, de la façon dont ils l'ont annoncé. Ça, c'est absolument catastrophique. Ça sera un exemple, je pense, de communication ratée et je pense comment faire détester une boîte en 3 minutes. Là, je pense que c'est le truc idéal. Mais sinon, après, oui, il va falloir voir comment ça peut se traduire, cette préférence soi-disant américaine. On verra, effectivement, on peut, si c'est effectivement ça, on peut que le déplorer, mais c'est pas si grave que ça. De toute façon, le marché de la santé a toujours été quand même très, très surprenant et très attaché à la finance et à l'économie. Ça a toujours été comme ça. Il y a eu des scandales. Là, en l'espèce, c'est peut-être pas forcément étonnant puisqu'ils continuent à faire comme avant. Et les États-Unis ayant effectivement financé une grosse partie des recherches, c'est donnant-donnant. Et je pense qu'effectivement, ils auraient pu ne pas communiquer sur ce sujet. Là, je suis assez d'accord avec Jean-Charles. Mais voilà, le vieux monde se poursuit, en tout cas. Et l'argument français est exactement le même quand on demande en fait pourquoi il y avait Yannick Jadot sur France Info ce matin qui parlait de CICE et tout ça. C'est quoi? C'est de l'investissement. Les Américains ont mis de l'argent et disent c'est pour nous. Les Français ont mis de l'argent public et disent c'est pour nous. Donc ça reste à la question de la priorité à celui qui met de l'argent sur le projet.
Et il y a peut-être un mot à ajouter, c'est qu'il n'y a pas de gouvernance mondiale de la santé. Alors, on a vu le rôle de l'OMS qui a parfois été critiqué, mais ça reste une organisation supranationale qui fait certaines communications par rapport à une expertise qu'ils ont sur le plan médical. Mais la santé est une compétence des États et en plus, les fabricants de ces éléments de santé, que sont les médicaments, les vaccins, etc., sont des entreprises privées. Donc, après, peut-être qu'il faudrait se reposer des questions de ce qu'on va mettre en commun au niveau de tous les États du monde, mais je crois que dans ce cas-là, il faudrait repenser toute la structure de l'OMS et même penser aux moyens de financement communs qui supposeraient qu'on passe vraiment dans un nouveau monde très nouveau. Et tout ça est assez contradictoire avec toute la communication qui est faite sur la santé est un bien commun. Ouais. Donc, oui, mais justement, peut-être que c'est parce que c'est intéressant ce qui se passe aussi aux États-Unis. Vous dites la santé c'est une politique d'État, mais aux États-Unis on voit des fondations, notamment une qui est très en avant. Au fond, c'est presque les fondateurs de Google, des GAFA qui se préoccupent le plus de la santé, qui font des fondations, qui mettent beaucoup d'argent là-dedans. J'ai justement une privatisation de la politique de santé, non? Une privatisation du financement, finalement, de cette politique de santé. Ouais, une politique de communication, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaye de mettre l'accent sur l'humain, et ça c'est un nouveau droit des entreprises qui est en train d'émerger et qui existe dans le monde, en France, aux États-Unis, et qui consiste à humaniser l'économie. Donc, dès lors qu'on veut remettre de l'humain, on reparle de la santé, on reparle de la vie privée, et c'est ce que font très bien les GAFA, c'est qu'ils ont compris que occuper le terrain économique en le disant, justement on a parlé de communication de Sanofi tout à l'heure, eh bien c'était quelque chose qui leur avait causé aussi beaucoup de désamour de la part des citoyens lambda. Donc remettre l'accent sur l'humain, c'est avant tout une question de communication et au finish encore une question d'économie. Oui, mais est-ce que c'est pas une question de pouvoir? Est-ce que justement les patrons des GAFA n'ont pas compris que le pouvoir de demain, ça serait celui qui posséderait la santé, peut-être l'allongement de la vie, puisqu'il y a beaucoup de recherches sur le transhumanisme, etc. Mais Sophie, peut-être là-dessus? Non, après, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on sait que les Amazon, Google sont en train de se positionner dans le secteur de la santé pour les médicaments, les commandes de médicaments. Et puis aussi sur l'assurance santé, j'avais eu une conversation avec Pascal Demurger de la Maïf qui m'expliquait que la Maïf était en train d'essayer de se réinventer en prévision justement de l'arrivée des GAFA sur le secteur de l'assurance santé. Donc c'est un secteur qui va être révolutionné dans les années à venir et plutôt plus vite qu'on ne le croit, je pense. Quelqu'un là-dessus? Ou on passe à autre chose? Je passe à autre chose. On passe à autre chose. Bah, passons à la France alors, Jean-Charles. Justement, on est 4 jours, 5 jours de déconfinement, et puis il y a ce débat, il y a ceux qui disent on prend trop de risques et ceux qui disent on prend trop de précautions, le débat entre le principe de précaution et puis les risques nécessaires. Quel est votre sentiment là-dessus? Moi, très honnêtement, je pense que les précautions, c'est très bien, mais qu'à un moment, il faut en sortir, parce que c'est ce qu'on sait tous, c'est que on peut tous nous laisser dans une boîte pendant des années, il est sûr qu'on ne sera pas malade. Maintenant, il est évident que quand on va ouvrir la boîte, on va tomber malade. Donc, les gens qui disent c'est trop tôt, on l'a fait 15 jours trop tôt, ça n'aurait rien changé. Dans 15 jours, on aurait la même situation que celle qu'on risque de trouver. Il y a bien un moment où il faut déconfiner. Et c'est extrêmement important, mais pas que pour l'économie bien sûr, mais aussi pour la santé mentale des gens. On devient dingue à être confiné, on est infantilisé chaque jour un petit peu plus, et puis des décisions, j'ai beau moi être plutôt soutenir Édouard Philippe et Macron, mais je veux dire, on se demande si là ils sont pas en train de tomber sur la tête, en train de cette polémique sur les plages, on autorise les gens à aller s'agglutiner dans les supermarchés, on les emmerde en disant vous n'avez pas le droit de poser une serviette sur une plage, on n'a pas le droit d'aller dans la forêt, mais on a le droit d'aller chez Auchan ou chez Carrefour, mais on est vraiment chez les dingues. Qu'est-ce que les gens risquent? On a interdit aux gens de faire du bateau, qu'est-ce qu'on risquait à faire du bateau tout seul en pleine mer? Tout ça est juste ridicule. Alors, je veux bien que l'opinion publique est absolument terrorisée. Elle demande, et c'est un peu l'inverse de ce que dénonçait Florence tout à l'heure, c'est qu'en France, j'ai l'impression que moins on a de connaissances, plus on est terrorisé par cette maladie et qu'on veut une surprotection de l'État. Moi, je suis troublé. J'ai mes étudiants là, qui ont tous entre 19 et 20 ans. Ils sont tous
terrorisés par le déconfinement. Ils ne sont pas sortis lundi ni mardi. Ils m'ont dit ah non, nous on va rester confinés le plus longtemps possible. C'est pas grave, il faut rester chez nous, etc. Je veux dire, c'est une génération ça m'effraie un petit peu. Ils sont tout à fait sympathiques et compétents par ailleurs, mais c'est un peu effrayant. On a l'impression que toute notion de risque a disparu de leur mentalité. C'est-à-dire qu'ils sont là, on dit non, mais on peut pas sortir, c'est trop terrible, etc. Il faut qu'on nous protège, il faut se protéger, etc. C'est absolument ahurissant. Enfin, de penser ça à 20 ans, on a l'impression que c'est les vieux, comme vous disiez, Patrice, de plus de 75 ans qui ont envie de sortir, et les jeunes de 20 ans qui ont envie de rester confinés. C'est abracadabrantesque. Ça dépend quand même largement des étudiants. Hein. Pardon. Ça va dépendre des étudiants, parce que je n'ai pas dû avoir les mêmes que Jean-Charles, mais une semaine avant le confinement, et ils avaient le sentiment que c'était un rhume des foins. Et il fallait leur expliquer qu'on était obligé par notre université de se mettre à 1,2 m, et on était regardés comme des vieilles choses qui craignaient pour leur santé. Donc j'ai eu le sentiment d'être à la retraite assez jeune. Laurette, vous avez remarqué d'ailleurs, on avait conversé un peu avant cette émission, qu'il y avait des choses un peu bizarres. Par exemple, c'est vrai qu'on désinfecte des écoles où personne n'a mis les pieds depuis 2 mois. C'est vrai qu'on a un surcroît de protection comme ça qui est parfois un peu bizarre. Alors, c'est-à-dire que, en fait, il y a une telle peur de la peur aussi qu'on arrive à des comportements qui sont complètement ubuesques. L'histoire, j'ai entendu un chef d'établissement sur une radio publique qui parlait justement de désinfecter intégralement une école qui n'avait pas été ouverte depuis 2 mois. Je suis tombé de ma chaise parce que ça n'a aucun sens. Je veux dire, pour que invoquer le bon sens, c'est populiste et d'extrême droite, mais enfin là, n'importe qui d'un peu bien dans sa tête sait que on nous a répété que le virus ne survivait que 4 jours tout au plus sur certaines surfaces et 24 heures sur d'autres. Donc là, c'était vraiment du délire total. Alors que quand on voit, alors mes parents m'ont dit mais on a vu ça à la télé, c'est terrifiant, ils vaporisent des trucs, ils sont en scaphandre entier. Donc là, quand on pense au risque d'allergie et aux risques qui vont survenir de ce comportement, qui sont bien plus importants que les risques si on fait pas un petit coup de balai et puis c'est tout, c'est dingue. Mais sur les plages, alors j'avais un collègue à Saint-Quentin, Jean-Didier Urbain, qui a quitté l'université, qui est spécialiste du tourisme et notamment des plages. Il aurait pu nous dire à quel point les plages sont un enjeu politique. Les plages, c'est la liberté. Et il y a un enjeu sur la gestion de la liberté dans la gestion de cette crise à la française, c'est-à-dire la serfacratie où on rivalise. Je ne sais pas si vous avez entendu le préfet de Loire-Atlantique hier, mais enfin il y avait 25 pages de conditions pour vous dire n'allez pas sur les plages. Donc il y a un enjeu qui n'est pas un enjeu de santé publique, il y a un enjeu de presque philosophique sur la plage, la mer et l'évasion et la liberté. C'est vrai que j'avais entendu, il y avait une dame qui était à Nice sur la plage toute seule sur sa serviette, elle disait j'emmerde qui là, je vais contaminer qui là, il y a personne. La caméra faisait le tour, il y avait personne. Eh ben non, c'était interdit. Pourquoi ? Parce que c'est interdit. Et donc voilà. Peut-être contaminer les bulots et les crabes. Florence ? Oui, alors pour répondre en partie à ces exigences qui nous ont été imposées, et notamment pour prendre l'exemple de ce chef d'établissement qui a fait beaucoup de zèle, c'est aussi parce qu'il y a une responsabilité qui porte en tant que chef d'établissement, tout comme les chefs d'entreprise, sur une responsabilité qui peut être une responsabilité pénale. Donc, je crois que les gens ont vraiment peur aussi de se retrouver avec des problématiques. Là, par exemple, quand on voit l'usine de Renault qui a été, où la CGT a poursuivi la direction de Renault parce qu'il y avait des problèmes de vice de forme sur la consultation des représentants du personnel, notamment sur cette problématique de mise en place des mesures sanitaires. Le juge, de manière complètement ahurissante, a fait fermer l'usine. Mais là, on tombe sur des choses qui sont vraiment graves. D'ailleurs, la CGT a été dénoncée par tous les autres syndicats en disant que c'était un scandale d'avoir provoqué ce procès. Mais je pense que, notamment sur les chefs d'établissement, sur les maires… Oui, c'est la peur. Ah oui, ils ont peur. Bon, c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu…
une ordonnance qui a essayé d'atténuer cette responsabilité, notamment des maires, qui se retrouvent avec des responsabilités pénales. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui pèse beaucoup dans la pensée des chefs d'entreprise et d'établissement. Justement, parce qu'il nous reste très peu de temps, moins de 2 minutes. Et je voulais demander aux uns et aux autres, est-ce que vous pensez au fond qu'on parle de la peur, il y a la distanciation, le fait que voilà, on se touche moins, qu'on soit à la distance des uns des autres. Est-ce que vous pensez que au fond cette crise va considérablement changer les rapports sociaux, notre rapport presque au monde, justement avec cette peur peut-être? Jean-Baptiste Duclercq. Moi, je crois pas. Je crois qu'on change parce qu'on a vécu quelque chose d'extrêmement grave de façon directe, le décès d'un proche, une rupture amoureuse, la perte d'un emploi qui fait que soit on descend, soit on remonte. Mais là, je crois que face à cette situation de crise sanitaire, en faisant évidemment cas à part de ceux qui sont directement impactés, donc qui ont été atteints par la maladie, je crois que c'est quelque chose qu'on voit de loin. Et moi, je crois que ce qui ne nous touche pas immédiatement ne nous fait pas complètement réagir. Alors, bien sûr, à chaud sur le moment, et chacun y va de son commentaire pour dire quelle est la meilleure politique qu'il lui fallu prendre et quelle solution est la meilleure, mais je ne crois pas qu'il y aura d'impact direct. C'est un petit peu comme finalement les problèmes environnementaux. C'est quelque chose pour lequel tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème et qu'il faut agir, mais comme personne n'est toujours directement impacté, on n'agit pas. Anne-Charlène ? Moi, j'ai un peu le sentiment que on va revenir au monde d'avant pour le monde d'après. C'est ce que je crois qu'en tout cas beaucoup de Français veulent, c'est que ça devienne un mauvais souvenir. Et ce genre de plus jamais ça, on l'a vécu après la crise de 2008, on l'a vécu après les attentats terroristes, et on s'est dit qu'on allait changer notre société, et au finish, on n'est jamais aussi heureux que quand elle change pas. Et je crois aussi que ça fait partie un petit peu de l'esprit français. Et moi, je suis la première à penser que d'ici quelques temps, on pourra tous se faire la bise et que ça sera formidable. Ça va mal. Jean-Charles ? Oui, moi je suis assez d'accord avec Anne-Charlène et Jean-Baptiste. Après, je pense qu'il y aura quand même une certaine prise de conscience, notamment sur l'écologie, la nature et une certaine attention qu'on pourra porter à certains comportements. Après, ça c'est la vision un peu optimiste des choses. Quand je vois une queue de plus de 300 mètres de long devant chez Zara lundi matin à l'ouverture de la boutique, je me dis, voilà, le monde d'avant, le monde d'après sera pas très différent du monde d'avant, quoi. Voilà, donc c'est... Laurence ? Oui, je suis d'accord avec Jean-Charles. C'est exactement l'exemple que je voulais donner sur Zara, sur les centres commerciaux, où en fait tout le monde s'est précipité. C'est quand même étonnant d'avoir comme premier point de rencontre d'aller chez Zara pour acheter un t-shirt. C'est bien que la consommation reprenne, peut-être. Pardon ? C'est peut-être pas mal que la consommation reprenne pour l'économie. Oui, mais enfin bon, à ce point-là, c'est quand même... Mais ce que j'ai pu observer pendant le confinement, c'est que quand on sortait, même avec un masque et même si on était à 2 mètres de distance, tout le monde se disait bonjour. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça à Paris, mais en tout cas, en province, en banlieue, en tout cas, tout le monde se dit bonjour. Quand on se croise dans la rue, on se dit bonjour, ce qu'on ne faisait pas avant. Il y a une espèce de reconnaissance. Au départ, on avait la peur de l'autre. Et on parle, on dit bonjour. On fait pas que ça. C'est justement parce qu'on ne se reconnaît pas qu'on se dit bonjour, on ne sait jamais qui est derrière le masque. Dans le doute, on dit bonjour à tout le monde. Loïc, ton ? 2 choses. Si les gens se lavent un peu plus les mains, ce sera déjà une grosse victoire, parce que ça, c'était pas gagné quand même. Et je pense qu'il faut distinguer ce qui va changer au niveau des gens et ce qui va changer au niveau des gouvernants, parce que si les équipes changent pas, c'est-à-dire les représentants et puis les équipes qu'il y a derrière, de toute façon, rien ne changera. Et Sophie McMennin ? Moi, tout ce que j'espère, c'est déjà le lavage de mains, effectivement, serait pas mal, mais également un petit peu plus de respect envers les autres, parce que c'est vrai que à Paris, en tout cas, on voit des comportements très limites dans la rue, de gens qui vous frôlent, qui vous toussent encore dessus, alors qu'on est quand même maintenant sensibilisés. Donc, on peut peut-être espérer que, comme en Asie, quand les gens auront des symptômes, mettront un masque. Ce sera déjà pas mal. Donc, personne le télétravail. Personne n'épouse la phrase de Houellebecq qui dit le monde d'après, ça sera le monde d'avant, mais en pire. Oui, c'est ça. Vous êtes plus optimiste que lui. Merci à tous et merci pour votre éclairage justement sur les États-Unis. C'était passionnant et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.